à la gestion de l'espace en matière de télécommunication. Les orbites satellitaires, donc vous avez ici, en réalité, donc, ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire, à 36 000 km au-dessus du niveau de la mer, ou 42 000 km par rapport au centre de la Terre. Ce que cela veut dire simplement, donc géostationnaire, cela veut dire que donc le satellite paraît fixe par rapport à la Terre. Donc vous voyez que la Terre qui est au centre là tourne exactement à la même vitesse angulaire que le satellite qui est là-bas. Mais le satellite file à une vitesse absolument vertigineuse qu'on ne peut pas imaginer comme ça. Même la Terre, donc en fait au niveau de l'équateur, tourne déjà en fait à une vitesse de 1668 km à l'heure, sans qu'on s'en rende compte. Mais nous-mêmes ici au Sénégal, donc à 15 degrés, nous filons à 1300 km à l'heure, donc autour de la Terre. Mais la Terre elle-même tourne autour du Soleil à des vitesses astronomiques, et le Soleil lui-même tourne autour du centre de la galaxie à des vitesses encore plus inouïes. Donc, Dieu est grand. Et il n'y a que ça à dire. En réalité, nous sommes tout petits, donc dans cet environnement-là. Nous ne représentons rien du tout. Et quand on quitte la galaxie et qu'on regarde les milliards d'autres galaxies qui existent, on se dit, bon, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile? Juste dans le court moment qui nous est donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile? Et donc, vous voyez cet espace-là, c'était vraiment le premier. Donc, en fait, moi, je suis venu au télécom quand Alassane Diallo Ndiaye, enfin, je me suis intéressé à la technique quand Alassane Diallo Ndiaye inauguré donc la station terrestre de Gandoul, 1972. C'était pendant les fêtes de Pâques, je pense. J'étais sous un grand baobab et puis j'ai dit, bah, je serai ingénieur. Après, j'ai suivi les affaires jusqu'à ce que ça me mène à là où nous sommes. Et bon, vous voyez donc en fait le GPS. Le fameux GPS, c'est une constellation de satellites, mais dans ce qu'on appelle donc le MEO, qui est un peu pas le LEO, c'est le Low Earth Orbit. Le MEO, c'est le Middle Earth Orbit. Donc c'est beaucoup plus haut encore. Et ce GPS-là, vous savez tous à quoi ça sert. C'est ce qui nous permet d'être guidés aujourd'hui. Mais quand vous regardez votre GPS, en fait, les satellites qui sont là-dessus, vous recevez, en fait, nous recevons un signal qui nous vient de 3 satellites, en général, pour l'utilisation civile. Et avec ce signal-là, avec 3 points, on peut trianguler. Bon, il y a des algorithmes qui sont très connus, Habersign, etc., qui permettent donc de localiser notre position et de suivre. Mais alors, il y a aussi donc les usages militaires, où là, ce n'est plus 3 satellites qui vous regardent, mais 7 ou plus. Où non seulement on voit par rapport donc en fait à une dimension, aux 2 dimensions, mais on voit sur 3 dimensions. C'est la raison pour laquelle Israël, en utilisant le GPS que vous voyez ici, et dans sa version militaire, a pu aller bombarder dans le bureau où se réunissaient donc les négociateurs de Hamas. Donc, ce n'est pas neutre, l'espace. C'est stratégique. Raison pour laquelle les Européens se disent, bah, nous, on ne va quand même pas dépendre totalement du GPS des États-Unis, parce qu'on ne sait jamais. La preuve aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de services en Europe qui auraient pu être arrêtés par Donald Trump pour les amener donc à signer le truc sur n'est-ce pas, son conseil de la paix, etc. et tout le reste. Bon, mais ils ne sont pas les seuls, les Européens, parce qu'en fait, vous avez GLONASS ici, les Russes. Bon, parce que vous ne voyez pas les Russes dépendre non ni de Galiléo ou ni du GPS des États-Unis. Et évidemment, donc, on ne pouvait pas le rater, Beidou, qui est le GPS chinois. Beidou. Voilà, le GPS chinois. Alors on se dit, ben, et nous, dans tout ça, on n'existe pas. On n'existe pas. Pourquoi? Bon, les Russes, certes, ils ont des véhicules pour lancer des satellites extérieurs, mais la Russie n'a pas un PIB extraordinaire. C'est pas un PIB extraordinaire. C'est à la taille de l'Espagne en termes de PIB.
Donc, nous tous, Africains, nous ne sommes pas capables en réalité, donc, parce qu'on ne se projette jamais. On se dit simplement, on va signer un contrat avec quelqu'un qui va régler tous nos problèmes. Ça fait mal au cœur. Alors, donc, vous voyez qu'à l'intérieur maintenant donc, de cela, il y a une zone, ici, qui est la zone de Van Allen, qui est une zone infréquentable pour les satellites, parce que c'est bombardé de particules photoniques qui auraient détruit n'importe quel satellite qui tourne là-dedans. Alors, vous voyez ça. Donc, ce qui nous reste, et là c'est vraiment important, c'est ce que vous avez en blanc là, la zone blanche que vous voyez, là où tournent donc les satellites Léo, entre la Terre et la zone de Van Allen qui s'étend entre 2000 et 5000. La zone de Van Allen, interdite. On ne peut pas y exploiter donc les satellites. Donc les Léo, c'est entre ça. Et on dit que donc en fait c'est entre 200 km au-dessus du niveau des mers jusqu'à 2000. Mais 2000, on rentre déjà dans la zone de Van Allen, donc il faut descendre à 1800. Et cette zone-là, pensez simplement donc en fait à un oignon que vous coupez au milieu. Vous avez des couches, n'est-ce pas? Ces couches-là sont ce qu'on appelle donc des couches orbitales, mais l'espace, le tout petit espace entre deux couches, c'est ce qu'on appelle la coque orbitale. Et les satellites Léo sont placés sur ces coques orbitales. Ouais. Et donc, cela veut dire que le nombre de coques, parce que si vous mettez deux coques orbitales collées l'une à l'autre à 100 mètres de distance, bah, les satellites vont se télescoper. Donc il y a une normalisation qui est faite au niveau de l'UIT en la matière et qui prescrit qu'il faut un minimum de 10 km de distance entre deux coques orbitales. Si vous avez la distance totale entre 200 et 1800 et que vous ne pouvez pas être distant de plus de moins de 10 km, donc le nombre de coques orbitales possibles est limité. Peu importe, on peut faire un calcul rapide. C'est limité. Cela veut dire donc qu'il faut se presser pour aller occuper les espaces là-bas si vous voulez compter demain dans cette compétition. Aujourd'hui, au niveau de l'UIT, notamment l'UITR, 80% du budget de toute l'activité de l'UITR est consacré à la gestion des systèmes satellitaires. Parce qu'ils se bousculent. Les gens font tout pour les fréquences. Matarfal peut vous en dire beaucoup plus que moi. Les positions orbitales, le nombre de satellites donc par orbite, le nombre de plans orbitaux par coque, etc., etc. C'est une compétition extraordinaire et chacun y va en se tapant sur la poitrine en disant que je suis le plus beau. Hein? Regardez donc ce que je vais pouvoir faire. Et donc cela, il compte évidemment utiliser donc ces Léo-là comme étant une branche, disons, du système d'accès de la 6e génération, de la 6G. Donc nous, alors on s'observe, nous, on est là. On est là. Et on ne fait rien. Bon. Donc, évidemment, d'autres s'activent. Bon, Iridium, j'ai connu ça il y a très longtemps. Je me souviens qu'en 98, ils sont venus à l'UIT, essayant de... J'étais parti avec... À l'époque, j'étais parti donc avec le ministre de la Communication, Serigne Diop, Sadarta. On discutait après, j'ai dit, non, c'est le ministre, demandez-leur qui est-ce qui prélève la TVA. Il a dit ça, c'était l'hécatombe. Donc les gens sont venus l'entourer, tout le monde dit, oui, le ministre, vous savez que... Non, mais c'est pas grave. Bon, mais en fait, la réunion a un peu... C'est parti. Donc, parce que simplement, donc, bon, ils auraient récidivé plus tard, donc à Minneapolis, en nous donnant tous des vestes très chaudes, parce que quand vous êtes à Minneapolis, c'est le Minnesota, hein, donc c'est glacial. Bon, pas comme au Canada chez Hassan, là, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc,
Bon, vous connaissez tous, en fait, bon, l'ISS, la station spatiale, vous connaissez donc le télescope Hubble, etc. Mais moi, le message, c'est vraiment, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va considérer que le satellite, donc les Léo, c'est pas pour nous, donc on n'a pas à s'y intéresser. On attend que quelqu'un règle ses propres problèmes, et après on se raccroche à lui en disant, yo pas les nous. Mais il aura conçu son système pour ses propres besoins. Parce que, donc en fait, la façon dont les coques orbitales sont utilisées n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre, et je vais vous le montrer assez, très, très rapidement. Donc, bon, je ne vais pas insister sur cela, mais je vais juste donc dresser le panorama. Sachez que, simplement, l'espace Léo est une ressource rare. Et que, donc, il y a des puissants aujourd'hui qui font tout pour se l'accaparer. Et une fois qu'ils auront tout, nous serons donc leurs serviteurs, pour toujours. En matière de politique publique, le Sénégal ne pourra jamais le faire tout seul. Mais il faudra que le Sénégal le fasse avec d'autres. Bon, je pense que Ibrahima relie donc les propositions que nous avons faites en la matière. Moi, j'ai proposé donc depuis 2013 qu'on s'intéresse donc à la zone intertropicale, n'est-ce pas, et qu'on travaille de concert avec tous les pays qui sont dans cette zone-là et qui vont représenter dans 2 générations 80% de la population mondiale. Si nous collaborons avec ces gens-là, nous pouvons avoir quelque chose qui nous est favorable. Bon, Serigne Modi pourrait vous dire maintenant ce qu'il en a été fait. Mais bon, peu importe, c'est pas le plus important. Mais simplement, nous invitons ceux qui ont le pouvoir de décision à s'imprégner donc simplement de ces... Ils ont énormément de choses à faire. Moi, vraiment, j'avais pris l'avion 3 fois de suite pour venir rencontrer le ministre. Mais quand j'ai vu, en fait, la portée de son ministère, le nombre de services d'administration, etc., j'ai dit, bon, il faut quand même que je sois raisonnable. Ce gars-là est surchargé, débordé donc, de travail et que, ne connaissant pas du tout donc, ce que je veux discuter avec, bah, je ne suis probablement pas le seul Sénégalais à vouloir le rencontrer. Peut-être qu'il pense que je cherche un poste ou des choses comme ça. Bon, donc, puis voilà quoi. Mais il faut absolument qu'on soit imprégné donc, des enjeux de l'espace et de ce qu'on peut faire et de ce qu'en font les autres. Maintenant, alors, pour nous rapprocher davantage de Starlink, vous voyez, imaginez simplement, regardez, supposons que la Terre soit figée. Vous voyez ici donc la position de Dakar qui est à peu près là. Et pensez coque orbitale. Imaginez que donc les latitudes que vous avez ici sont dans des coques orbitales. Chaque latitude est un plan orbital. C'est la terminologie. Voilà. Un plan orbital déboussolé. Donc là, on a 24 heures. Autrement dit, on a 12 plans orbitaux. Supposons que sur chaque plan orbital, on ne puisse avoir qu'un seul satellite. Donc, ici, si on a un satellite ici, bon, on calcule souvent, là, pour faire vite, avec l'altitude de 550 km au-dessus du niveau de la mer, parce que cela correspond à une circonférence de 40 000 km que le satellite va franchir en 81 minutes. Ouais. Donc, toutes les 81 minutes, le satellite fait le tour de la Terre, à cette altitude-là. Donc, notre satellite qui est ici, à Dakar, va faire le tour. Le satellite qui est là va faire le tour, ainsi de suite. Mais ici, dans cette zone, donc en 81 minutes, on ne verra qu'un seul satellite qui passe. Parce que, bon, comment dire, donc en fait, il y a une déconnexion entre les coques orbitales. Les coques orbitales ne tournent pas autour de la Terre. La Terre tourne toute seule et les coques orbitales restent figées. Oui. Mais donc juste pour réflexion mentale, j'ai dit donc supposons que la Terre elle-même donc soit figée.
Donc, 88 minutes, il y a un satellite qui passe chez nous. Si on a 12 plans orbitaux, le satellite, quand vers les pôles, il va passer combien de fois? Dans cette zone-là, il va passer 12 fois. Maintenant, pour ce qui concerne Starlink, la FCC les autorise à avoir 22 plans orbitaux. 22 plans orbitaux. Et sur une coque, 22 plans orbitaux. Cela veut dire que donc en fait, notre satellite-là, s'il passe une fois à Dakar, il y a 22 satellites qui vont passer dans le même laps de temps, 22 satellites qui vont passer dans la zone polaire. Là. Bon, retenons ça, déjà. Mais en ayant à l'esprit que ce que nous voyons, ce ne sont pas les latitudes et les longitudes, mais ce sont des coques qui sont indépendantes de la rotation de la Terre. Alors, passons au suivant. Ça c'est très, 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 très important. La notion de... Voilà, j'ai un peu exagéré pour qu'on voit vraiment ce que c'est. Donc, nous avons ici notre fameuse coque orbitale et nous avons la Terre qui est au milieu. Bon, c'est vraiment exagéré. Et nous avons ici la notion d'inclinaison. Parce que la coque orbitale, étant donné que c'est indépendant, mais on a le pôle qui est en fait le pôle nord, le pôle géographique, mais on a aussi donc les pôles orbitaux, parce que donc cette coque orbitale-là, on peut la basculer, voyez-vous, elle n'est pas forcément alignée avec le pôle de rotation de la Terre. On peut les basculer à n'importe quelle inclinaison. Voyez. Quand donc on fait l'ingénierie donc des systèmes LEO, c'est le critère le plus important, quelle est l'inclinaison. Parce que, donc, comme en fait c'est au niveau du pôle orbital qu'il y a la concentration des satellites, c'est-à-dire la concentration des capacités. C'est la concentration des capacités. Donc, si on bascule pour que donc cela coïncide avec notre position géographique, nous allons maximiser les débits chez nous. Alors, Starlink, je vais anticiper un peu, parce que bon, vraiment, ça commence à être long. Starlink est l'essentiel donc de ces coques orbitales est entre 43 degrés, 53 degrés, 53 degrés 2. Bon, c'est pratiquement même pour renforcer davantage donc la présence des satellites. Et il y a maintenant donc en fait notre orbite, en fait une inclinaison qui est à 97,6 à peu près, qu'on appelle une orbite héliosynchrone, qui est, même s'ils le disent de façon un peu timide, en réalité, donc, c'est tous les satellites militaires d'observation, etc., qui sont concentrés là-dedans. Donc, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau, donc, de l'orbite, enfin, du pôle orbital. Et ces pôles orbitales, si vous regardez 43 degrés, regardez par rapport aux États-Unis, à l'Europe et tout cela, vous verrez ici que ça, c'est 40 degrés, n'est-ce pas? Donc, et 43 degrés, c'est à peu près là, donc, en plein cœur de l'Amérique. 53 degrés, etc. Et vous voyez aussi que ces zones-là correspondent à l'Europe, le nord de la Chine, etc., etc., etc. Donc, toute la puissance de Starlink est concentrée dans cette zone. Donc, quand je disais que quand ils respectent scrupuleusement, simplement, donc je ne sais pas si maintenant, donc, ce que la FCC leur a demandé, c'est que les 22 sont un minimum ou que les 22 sont un maximum, peu importe. Mais si c'est 22 plans orbitaux, c'est quand un satellite passe à Dakar, 22 satellites passent dans la zone de Dakar, 22 satellites passent dans la zone de l'Amérique. Donc, nous n'avons pas la même offre technique. Nous n'avons pas la capacité. Tout à l'heure, il y a notre ami de 313 qui m'a posé une question avant. Il dit, comment se fait-il qu'ici, au Sénégal, quand on organise un événement, on n'arrive plus à capter parce que le signal se dégrade, etc. J'ai dit, voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer avec Starlink. Si vous êtes tout seul,
à l'utiliser là où c'est pas prévu, ça marche. Parce qu'il n'y a pas une forte demande. Mais si vous commencez à être nombreux à vouloir l'utiliser, c'est tout l'ensemble qui s'effondre. Ce qui fait que donc en fait, même dans ces zones-là, parce qu'un satellite, il ne faut pas voir quelque chose d'immense, c'est pas grand comme cette pièce-là. Non, c'est en général 1 mètre cube. Et les satellites de futures générations de Starlink, les V2, auront la taille d'une voiture. C'est juste donc une petite baie dans une salle de transmission. Oui. Donc, alimenté par des panneaux solaires, vous ne pouvez pas lui demander donc, de satisfaire tous les besoins du monde. Donc, c'est limité en capacité un satellite. En réalité, donc, un satellite donc, de la génération actuelle est à peu près l'équivalent de 5, si je passe à la 5G, c'est l'équivalent de 5 NGB. L'équivalent de 5 Ginobi. C'est rien. C'est rien. Donc, saturer ça, ça va très vite. Donc, si vous... Bon, je ne sais pas si je vais aller jusqu'aux déclarations du ministre, mais si le ministre veut mettre gratuitement des accès, 1 million de personnes, ainsi de suite, parce que le satellite-là, il faut savoir aussi que en réalité, donc, il ne se limite pas au Sénégal, il ne se focalise pas au Sénégal, parce que les satellites-là, d'après la prescription qui leur est faite aussi, donc là-bas, si vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte que la distance entre 2 satellites, c'est à peu près 2000 mètres. Non, 2000 kilomètres. 2000 kilomètres, ça dépasse largement les frontières du Sénégal. Donc, si nous voyons ce satellite-là, la Mauritanie nous voit, le Mali, ainsi de suite, et que tous donc, vont avoir besoin éventuellement donc, de se connecter à ce satellite-là. Nous n'avons pas de capacité aujourd'hui à Starlink compte tenu de la configuration, de l'ingénierie même donc, de Starlink. Il faut une étude technique, c'est-à-dire savoir exactement quel est le besoin, comparer cela donc, à l'offre pour pouvoir dire ça, c'est la solution. Moi, je suis spécialiste vraiment d'ingénierie des réseaux et je suis peiné quand je vois ça. On ne peut pas simplement, sur la foi d'une déclaration de Musk qu'on a rencontré quelque part en disant donc on peut régler tous vos problèmes. Oui, non, ils ont raison, le satellite sera au-dessus du Sénégal. Mais c'est une caisse vide pratiquement. Le satellite sera là. En plus, bon, donc souvenez-vous de la carte. Si le satellite de Musk devait nous survoler, vous pensez, non, les satellites donc de Starlink, les antennes de Starlink ne sont pas des antennes uniques, monolithiques. Ce sont en fait des antennes alvéolaires, c'est-à-dire donc en fait on a une trentaine de petites antennes qui sont les unes à côté des autres pour pouvoir justement faire des réutilisations de fréquences. Et chacune de ces alvéoles-là va pointer sur une zone qui a un rayon d'environ 20 à 25 km. Donc, ils vont pointer là où il y a peut-être quelques personnes, mais le désert, quand le ministre dit donc tout centimètre carré sera couvert, non, il ne sera pas couvert. Parce que chacune de ces alvéoles-là, l'antenne alvéolaire va pouvoir être réorientée pour pouvoir pointer donc sur quelque part où il espère avoir du trafic. Ouais. Et donc, c'est ce truc global-là qu'il faut voir. Mais si l'antenne alvéolaire est dans une zone où donc, il y a un trafic très important, il sature tout de suite, donc vous ne pouvez plus rien faire. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, en fait, ce n'est pas qu'on soit contre... personnellement, j'adore personnellement Elon Musk et je le déteste en même temps. L'ingénieur qu'il est génial. Je pense que j'ai une vidéo ici, c'est pas la peine de passer tout ce que j'avais prévu. Je l'adore pour l'ingénieur qu'il est, parce que dès l'instant qu'il y a un problème qui est clairement identifié, il se dit que je peux trouver une solution. Ça, c'est magnifique. Mais c'est une personne d'une moralité absolument détestable. Il est insupportable. C'est humainement parlant. Donc ce gars-là, lui serrer la main est un crime. C'est le raciste, donc en fait, dans l'âme.
Ses parents donc l'ont pris avec tous les autres pour fuir. Donc dès que Mandela est arrivé pour aller au Canada, donc faire du Mampagnan, quoi. Il est allé se réfugier là-bas. Il continue aujourd'hui donc à soutenir les mouvements pro-machin là dans son pays et dans tout le monde entier. Il soutient tous les mouvements de racistes, de suprémacistes. Donc je ne peux pas le supporter, moi, en regarder en image. Mais c'est un excellent élection et qu'on échange. Je l'ai dit au début, je suis loin de tout savoir. J'ai tellement de choses à apprendre des autres, personnellement. Mais peut-être que je peux aussi, dans le domaine où je passe un temps fou, apporter quelque chose, une pierre à l'édifice. C'est comme ça. J'ai dit avant que vous veniez que moi j'ai tout à perdre donc, dans ce genre de débat, en tant qu'entreprise. Parce que si une autorité propose quelque chose comme ça, et que tu donnes l'impression d'être opposé à, voilà, ton entreprise peut être... on sait comment ça fonctionne au Sénégal. Et si tu as tort, donc, voilà, donc tu es discrédité, donc à partir de ce moment aussi on te range. Donc j'ai tout à perdre. Donc, en fait, je ne parle pas de ce que coûte la préparation de ces gens, tout ça. Mais c'est qu'en réalité, le travail que j'ai fait, que vous ne voyez pas ici, que vous ne pouvez pas voir, si je le compte, donc en fait, comme ce que je compte quand je réponds à des appels d'offres, les sommes seraient astronomiques. Mais c'est du travail seulement, quoi. Mais je ne vais pas rentrer encore dans le truc de Starlink, là, parce que, j'ai déjà expliqué l'essentiel. S'il faut retenir quelque chose, c'est que Starlink est optimisé pour pouvoir desservir donc, l'inclinaison orbitale, les inclinaisons orbitales qui sont donc, dans les latitudes hautes. Et que les latitudes basses ne sont pas prises en compte. C'est juste parce que donc, pour faire le tour de la Terre, il faut faire le tour de la Terre. Ils passent par nous parce que donc, ils n'ont pas le choix. Mais c'est pour desservir donc, les pays de latitude nord. C'est tout. Maintenant, donc, juste à titre de comparaison, très très rapidement, je n'ai pas pris Amazon, FAL, mais j'aurais pu certainement prendre Amazon. Vous voyez que donc, en fait, ce que les 13 000 satellites sont en train de déployer, les Chinois, ils ont commencé. Et vous voyez qu'ils ont ici donc l'inclinaison aux alentours de 30-50. Et ils le disent clairement, en fait, pour couvrir efficacement les régions de latitude moyenne où se trouvent d'importantes zones économiques, populations dont la Chine, une grande partie des États-Unis, l'Europe du Sud, etc. Ouais. Ils vous disent donc une inclinaison autour de 85-88. Bon, ça, c'est les inclinaisons polaires. Quand c'est polaire, ça veut dire qu'on a la possibilité. Moi, j'ai fait quelques calculs. Donc, je vois que même dans ces pôles-là, même si on n'a pas l'héliosynchronicité, on peut avoir la géosynchronicité. Pas géostationnaire, mais géosynchrone. Et qu'à partir de ce moment, donc, on peut utiliser cette là pour l'espionnage, pour les activités militaires, etc. Mais regardez maintenant, inclinaison aux alentours de 0 à 20 degrés. Ils disent clairement possible pour des orbites basses équatoriales afin de renforcer la couverture sous les tropiques, mais moins fréquent dans les premières phases de notre projet. Starlink aurait pu dire la même chose ici. Mais ils ne les desservent pas, ils ne les ont pas calculés. Ça ne les a pas concernés, parce que pour nous, nous sommes des pays comme disait l'autre, ouais, donc nous sommes le cadet de ces soucis. Le fond du problème, il est là. C'est-à-dire les Chinois vous disent, bon, on va le faire, mais peut-être pas dans les premiers temps. Donc si les Chinois débarquent à la RTP, au ministère, en disant, on va vous proposer donc une couverture satellitaire, dites-leur, mais où en êtes-vous avec les orbites intertropicales? Il y a quand même, parmi ces zones, dans cette zone intertropicale, 80% de la population mondiale dans 2 générations. C'est maintenant qu'il faut se mettre à avoir des espaces orbitaux. Parce que si vous n'avez pas ces espaces-là, maintenant, vous ne les aurez plus jamais. J'ai montré donc en fait la limite que constitue la zone, la ceinture de Von Allen,
C'est pas pour rien. Donc, on a des ressources qui sont des ressources rares et limitées. Et donc, les gens font tout. Donc, ces personnes-là, leur idée n'est pas que, donc, en fait, ils vont les saturer avec du matériel, mais ils se les accaparent. Même s'ils mettent sur une coque orbitale un seul satellite, bah, ils vont dire c'est à nous, parce que nous ne pouvons pas être en concurrence avec eux, parce qu'il nous faut un système qui gère, pour gérer donc l'évitement des collisions au niveau donc, du pôle orbital. Donc, bah, ils vont prendre tout, et à partir de ce moment, ils se constituent pratiquement des quasi-monopoles et ils vous imposent ce qu'ils veulent. Vous ne pourrez plus jamais avoir. Donc, organisation internationale commune intertropicale, donc nous l'avons déjà proposé. Il faut travailler ensemble avec les autres. Tous les pays africains qui sont dans la zone tropique du Cancer, tropique du Capricorne, il faut travailler, mais c'est aussi l'Inde, c'est le Pakistan, c'est tous ces pays extrêmement, c'est le Mexique, si on monte jusqu'à 30 degrés, c'est le Venezuela, c'est l'Argentine, tous les pays sont là-dedans. Donc il faut travailler là-dessus. Mais le Sénégal peut prendre l'initiative, pourquoi pas? Un pays, un jour, prendra l'initiative. Et le Sénégal peut le faire. Moi, je discute avec les Indiens, donc à Genève. On peut. Il faut que nous gommions suñu bopp, quoi, tout dit. Nous gommions suñu bopp rek. Mais on vient avec des arguments. On vient avec des arguments. Et ce sera économique. Donc, tout ce qu'on est en train de dire sur Starlink, ce n'est pas pour vraiment... Non, on est conscient que le satellite peut jouer un rôle très important. Il faut qu'il le joue. Mais nous savons c'est tout. Ouais, malheureusement, c'est un comptable qui est allé à l'oreille du président. Il lui a fait dire non. Donc, en fait, ici, je ne vais pas parler du cas de Starlink parce que j'ai une déclaration du ministre là-bas. Quand le ministre faisait la déclaration à l'Assemblée nationale, j'avais pitié. Parce que lui-même n'y croit pas. Tu vois donc dans ses yeux que ce qu'il est en train de dire là, c'est parce que le président s'est déjà prononcé là-dessus. Mais le ministre, tu le vois, il souffre. Il souffre. Il ne... Bon, je n'en ai pas discuté avec lui. Mais quand on le regarde, donc on voit qu'il est en train de souffrir. Parce qu'en réalité, donc, bon, on pourrait lui poser des questions extrêmement gênantes. Notre ministre a quand même été responsable jusqu'à très récemment du déploiement à SFR, je crois. Si c'était bon, il l'aurait proposé là-bas. Mais ce n'est pas lui, le ministre, qui l'a proposé. C'est un comptable qui est allé voir le président pour lui dire avec les satellites la compréhension du fonctionnement du réseau dans l'environnement actuel. Pas seulement donc, le réseau téléphonique. Non, le réseau aujourd'hui est global. Et donc, avec des applications, il y a énormément de couches ou de sous-couches de réseau. J'appelle les sous-réseaux. Quelquefois, chez un opérateur, vous pouvez trouver de la 2G. On l'a vu dans la première présentation de Boucar, là. La 2G, la 3G, la 4G. Tout ça, ce sont des réseaux parce que donc, le cœur du réseau n'est pas le même. Et donc, il y a une superposition donc, de tout cela. Mais ces réseaux partagent aussi, en fait, de la transmission. N'est-ce pas? Et maintenant, à partir de chacun de ces réseaux, donc, il y a des applications qui sont développées. Et ces applications-là sont l'objet donc disons, de séparation en éléments de service qui sont géographiquement décrits. Ce qui fait que donc, quand on met tout cela ensemble en collectant le trafic réel, on fait tout simplement donc, de l'ingénierie de réseau. Et si on n'a pas les qualifications, les compétences, mais on peut les avoir, mais développer donc, les outils qu'il faut pour pouvoir les faire. Moi, ça m'a pris 4 ans, toutes affaires cessantes. Toutes affaires cessantes pour avoir la toute première version. Mais je peux vous garantir que depuis 2007, tous les jours que je fais, je travaille dessus. Tous les jours que je fais, je travaille dessus. Et donc, c'est très important. Évidemment, il y a une partie comptable. Le concept là que j'avais développé dans ce livre-là pour lui à l'époque, maintenant, ça dépassait complètement les télécommunications. Quelqu'un m'a envoyé, il n'y a pas longtemps, donc les ingénieurs des mines, le document de comptabilité analytique, l'école des mines. Bon, donc c'est pour me dire, c'est le concept qui a maintenant été élargi à toutes les écoles d'ingénieurs. Je ne savais pas. Moi, je l'avais fait pour les télécoms en interprétant, mais
Un ingénieur, comme j'ai dit tout de suite, donc à partir du moment où le problème est clairement défini, donc tu dois pouvoir te projeter. Mais eux, ils se sont projetés en disant, mais nous aussi, on doit le faire. Donc dans les mines, comment est-ce qu'on doit réinterpréter les delivery chain, là, la chaîne de livraison. Ils l'ont adapté, donc à leur propre, etc. Donc, bon, je ne vais pas vraiment en dire plus, mais c'est donc si on quittait cette séance en disant, bon, OK, il y a peut-être une interprétation excessive des capacités de Starlink. On est d'accord là-dessus. On s'en va. Pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Donc, il faut mettre quelque chose à la place. Les opérateurs ont l'avantage d'exister aujourd'hui. Mais donc, ce sont des opérateurs qui doivent absolument collaborer parce que notre objectif, contrairement à ce qu'on apprend à nos régulateurs, notre objectif ne doit pas être, disons, d'entretenir la compétition par la course aux infrastructures. Les infrastructures, nous ne les fabriquons pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas que moi, je suis client chez Expresso et que partout où j'aille au Sénégal, je trouve une antenne d'Expresso. Ça, c'est le problème d'Expresso. Mais ce que je veux, c'est simplement partout où que j'aille au Sénégal, je puisse avoir une connexion et faire ce que j'ai à faire. Que ce soit sur l'antenne de Sonatel, ou que ce soit sur l'antenne d'Expresso, ou sur l'antenne de Yas, ou peu importe. Seulement, la raison pour laquelle, donc, en fait, ce concept-là n'a pas pu être poussé ailleurs. J'aurais pu vous montrer, vous voyez, donc ici, sur les annexes là, ARCET, etc., et tout cela, eux, ils le faisaient gratuitement parce qu'ils ne savaient pas calculer. Nous, on sait calculer, on sait tout calculer. Tout service que l'on peut imaginer. Quand nous avons commencé ça, le NGN, on voyait ça comme extrêmement lointain. Mais du point de vue simplement donc, de la conceptualisation, tu t'appuies sur des choses qui, elles, sont extrêmement durables, qui peuvent changer, donc peut-être dans 40 ans, dans 50 ans. Mais donc, sur le plan conceptuel, nous n'avons pas changé une ligne donc, à ce qui était fait, parce que simplement, ça permet de traiter tous les cas qui se présentent donc, à nous. Quand il s'agit de... Juste, je termine là-dessus. Quand il s'agit de prendre en considération, par exemple, aujourd'hui, je peux avoir un réseau, mettons un réseau 4G, qui a donc sa partie donc data et qui a une partie voice, donc les services. Je peux me connecter là-dessus. En fait, je partage le réseau de données avec... donc la partie données et la partie voix vont partager le même réseau de livraison, d'accès. C'est déjà un niveau de partage. Mais je peux aussi mettre de la fibre optique pour aller desservir les localités en me mettant sur le cœur de réseau du mobile. Je ne vais pas créer un autre réseau de données pour pouvoir offrir de la fibre optique. Je viens le créer. Bon, toutes ces choses-là, il a fallu les conceptualiser bien à l'avance pour pouvoir être sûr de pouvoir répondre aux besoins quand il arrive. Donc, avec ça, étant donné qu'on peut tout calculer, si on va jusqu'à Kouroukana et que Orange a une antenne à Kouroukana, mais que ni Expresso, ni Yas, non, à Kouroukana, le client... Non, ce n'est pas fictif. Je peux vous montrer ça sur la carte, là. À Kouroukana, tous les consommateurs doivent pouvoir consommer. C'est tout. Mais à condition que Sonatel soit payé au juste prix. Donc, si on sait calculer, on sait trouver donc, les compromis. Mais on ne peut pas faire en France où on dit au Sonatel, bon, nous vous imposons de pouvoir donner donc, le service donc, à ces trucs-là parce que nous voulons qu'ils croissent. Non, ce n'est pas possible. Mais il faut le faire donc, au juste prix. Et ce juste prix-là, nous savons le calculer. Quand je dis nous, bon, je ne parle pas de tactiquement, mais je dis que c'est juste le Sénégalais. Nous savons le calculer. Et si nous travaillons là-dessus, nous pouvons prendre vraiment en fait, un leadership sur le plan international, africain d'abord,
Parce que tout ce que je dis là n'est pas gagnant. Si nous n'avons pas en fait les revenus du trafic international, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui seront difficiles. Mais il faudra aussi investir, bien entendu. Nous avons donc des pylonistes ici qui vendent des pylônes pour pouvoir installer, etc. Donc il faudra investir. C'est-à-dire que donc en fait la charge qui pèse aujourd'hui sur les opérateurs et qu'ils transfèrent donc aux consommateurs, cette charge-là, si nous l'allégeons par les ressources internationales, bon, je me répète, parce que c'est exactement ce qui nous a permis de développer Sonatel au début. Nous avons le même problème qu'il y a 30 ans aujourd'hui. Mais si nous avons la possibilité donc de réduire les charges donc, de ces opérateurs-là de 300 milliards par an, mais ces 300 milliards-là vont être utilisés pour pouvoir régler les problèmes que nous avons.